La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. Le Togo veut parvenir à l'élimination des discriminations faites aux filles et femmes séropositives. Et des cellules de veille sont mises en place pour cela. Leur rôle à découvrir dans ce journal. Vous êtes à Kara, eh bien vous avez la possibilité de découvrir les produits et services issus de la localité en exposition au Palais des Congrès de la ville. Et le mois du consommé local s'y déroule toujours. Et puis c'est un événement historique. Près de 130 ans après, la France restitue officiellement 26 œuvres du royaume d'Abomey au Bénin. La restitution des droits de propriété a été signée ce mardi et les œuvres arriveront demain à Cotonou au Bénin. Voilà donc pour les titres. Dans la lutte contre le VIH-Sida, une importance est accordée à la fin de la stigmatisation et de la discrimination dont sont victimes les femmes et les filles séropositives. Et des cellules de veille sont mises sur pied pour cela. Le cas de la préfecture du Zio, dans ce reportage signé Christine Pechekelode. 2,48%, c'est le taux de séroprévalence chez les femmes de 15 à 49 ans. Chez les hommes de la même tranche d'âge, ce taux est moins élevé, 1,56%. Au sein de la population jeune, 15 à 19 ans, les filles sont les plus touchées. En plus de la maladie, les femmes et les filles font face à un réel problème, la discrimination et la stigmatisation. Nous mettons en place les services de prévention, les services de soins et traitement, mais certains PVVH ont des difficultés pour avoir accès à ces services, liés essentiellement au fait qu'elles sont stigmatisées et discriminées dans la communauté et notamment dans l'accès aux soins. Donc les femmes enceintes, souvent, dès qu'elles viennent dans leur foyer, si elles sont séropositives, parfois elles ont des problèmes avec la famille. Les gens ont tout le service HIV ici, mais par peur de fréquentation de centres, parce qu'elles ont peur d'être stigmatisées, elles vont plutôt aller à Lomé de façon incognito pour avoir accès aux ARV et au dépistage. Le ministère de la Promotion de la Femme et le Conseil national de lutte contre le sida renforcent l'action communautaire dans la préfecture du Zio. Chaque canton est doté d'une cellule de veille déjà outillée. Toutes les cellules s'engagent à s'impliquer efficacement dans la lutte. Nous allons nous donner corps et âme afin que la loi soit connue par tous et la stigmatisation et la discrimination, qu'on essaie d'éradiquer ça, afin que les personnes vivant avec le VIH-Sida puissent se sentir à l'aise comme tout autre. D'autres communes et préfectures sur l'ensemble du territoire national seront progressivement dotées des cellules de veille. Le gouvernement est dans la dynamique d'atteindre l'ODD 3, mettre fin au VIH-Sida. Et l'ONG Plan International Togo veut promouvoir les droits de la jeune fille sans discrimination aucune. Et elle mise sur les nouvelles technologies de l'information, de la communication et les activités sportives pour inciter ainsi la jeune fille à dépasser ses limites. Et c'est une initiative mise en route à Galangashi dans l'Oti. Gérard Lagoudou pour des précisions. Célébration en différé de la Journée internationale de la fille le 11 octobre. Tout comme à Nalouat dans la préfecture de Kwendial Ouest, à Galangashi dans l'Oti, les messages de sensibilisation ont essentiellement porté sur la mise à profit des réseaux sociaux, de même que les activités sportives, le football pour l'épanouissement de la jeune fille à l'école ou encore en milieu d'apprentissage. Ce que nous recherchons à travers cette manifestation, c'est d'abord faire prendre conscience aux filles et aux garçons, mais beaucoup plus aux filles, de leur capacité à pouvoir travailler et devenir des femmes leaders, des filles qui peuvent conduire également un processus de développement, prendre des décisions, intégrer les sphères de prise de décision. Et pour ce faire,
il faut qu'on les fasse sortir de leur timidité. Notre affiche, on a écrit « fille égale garçon ». C'est véritablement pour ancrer dans leur tête que les filles sont autant capables que les garçons devant toute épreuve de la vie. Dénommée championne Sipam Youdan, le projet prend fin l'année prochaine avec le soutien financier de l'AFD, la FIFA, Plan international et du gouvernement togolais au profit de 6 préfectures dans la région des Savanes à hauteur d'environ 615 millions de francs CFA. Parlant de la promotion de la gente féminine au sein du ministère de la Communication, on veut permettre à la gente féminine justement d'accéder aux postes de décision. Les stratégies ont été évoquées à Tapami lors de la rencontre de la cellule genre du ministère. Sylvain Abdou pour les précisions. Elles ont décidé de se mettre ensemble dans une cellule genre pour mieux promouvoir la femme au sein de leur ministère, celui de la communication et des médias. C'est dans ce sens qu'elles se sont retrouvées ici à Tapami pour une rencontre d'échange destinée à réfléchir sur la promotion du droit de la femme, mais aussi sur les mécanismes devant leur permettre d'amener les autorités à reconnaître la capacité de la femme à occuper des postes de décision dans ce ministère. Il reste encore beaucoup à faire parce que aujourd'hui, vu le nombre de femmes, le niveau d'études des femmes et des hommes, on voit que les hommes sont toujours devant. Maintenant, nous, ce que nous voulons, c'est qu'à partir de cette rencontre, on essaye de promouvoir la femme. Quand il y a un poste de responsabilité qui se dégage et qu'il y a une femme et un homme, qu'on promeut plutôt la femme. Parce que nous, les femmes, nous avons cette capacité-là aussi de travailler comme un homme. À travers ces échanges, ces femmes de la cellule genre du ministère de la Communication et des médias vont également discuter des problèmes des femmes du dit ministère en vue de dresser des pistes de solutions et envisager des perspectives. Une application numérique permettant de réaliser un objectif majeur, créer un monde où tous mangeraient à leur faim. Il s'agit du e-land lancé ce jour. Sandrine Zidol et Elia Bagnadao nous la font découvrir. L'accès de la femme au foncier au Togo, une préoccupation permanente. Le e-land, une plateforme ici inaugurée pour une assistance de proximité aux personnes vulnérables. Elle permettra à la femme rurale surtout de jouir de ses droits fonciers et d'avoir des informations réelles sur les procédures foncières. Une initiative du cabinet d'expertise juridique et sociale, CEJUS. Le robot WhatsApp que nous avions essayé de monter et qui permettra de manière instantanée et aux justiciables ou aux populations étant à la recherche d'informations foncières d'interroger le robot. Les femmes, la plupart du temps, préfèrent laisser des notes vocales. Donc elles peuvent laisser des notes vocales dans toutes les langues de leur localité respective et nous derrière, nous essayons de pouvoir traduire et répondre à leurs différentes préoccupations. À travers cette application, toute personne de Lomé jusqu'à Djarkmanga peut directement nous appeler, nous contacter via WhatsApp ou nous envoyer un message. La Terre, un support de toute activité humaine. La Fondation Konrad Adenauer, à travers son appui technique et financier à la mise en place de cette plateforme numérique, veut contribuer à un monde sans fin. C'est une application facile à comprendre, tout le monde peut l'utiliser facilement à télécharger, qui apporte toutes les informations nécessaires, surtout pour les femmes, pour se renseigner sur leurs droits fonciers. La plateforme numérique digitale au service du foncier et des droits d'accès de la femme à la terre au Togo répond aux préoccupations du gouvernement. e-land est téléchargeable sur Play Store. 10 jeunes sont formés pour porter l'information auprès de la population. Le Togo aussi veut lutter contre la faim en mettant en avant les produits locaux. Et l'idée est accentuée durant le mois du consommé local. Et à Kara, les populations sont appelées à découvrir les produits et services issus du terroir à travers une exposition vente. Nestor Mozo nous en dit plus. Dans la dynamique du mois du consommé local, depuis 2019, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, a demandé à tous les États membres de consacrer le mois d'octobre comme mois du consommé local. Le Togo est à sa 2e édition.
Plusieurs activités de promotion des produits et services Made in Togo ont été programmées même au-delà du mois indiqué et toutes les régions sont concernées. Cette exposition-vente sur l'esplanade du Palais des Congrès de Kara fait partie de ces activités. Le but, c'est de faire voir à la population ce qui se fait comme transformation locale dans la région de la Kara, ce qui se fait comme œuvre de l'esprit dans la région de la Kara. Après ça, nous voulons que les exposants, les participants puissent vendre ça à la population. Nous voyons que petit à petit, le travail que nous faisons est en train de produire ses fruits. Les exposants n'attendent plus que les visiteurs pour pouvoir faire leurs affaires. Les produits que nous avons exposés sont des produits de bonne qualité. Donc à cet effet, nous invitons la population de Kara et de ses environs de venir faire un tour sur nos stands, apprécier le savoir-faire togolais. Nous aimerons que les prochaines éditions se fassent sur une longue période. Parce que 10 jours, c'est un peu court. Souvent, dès que nous commençons, tout de suite, c'est fini. Les gens ne sont pas informés d'avance. Donc, il faudrait qu'une publicité soit faite d'abord avant que la période n'arrive. Cette exposition vente des produits et services locaux, ouverte le 4, va prendre fin le 13 novembre prochain. Parallèlement à cette activité, les exposants seront formés sur les techniques d'emballage des denrées alimentaires et sur la démarche qualité. À la primature ce mardi, la chef du gouvernement, Mme Victoire Tomega-Dobé, a reçu en audience une délégation de l'ONG IYF, International Youth Fellowship, une délégation conduite donc par le fondateur de l'ONG, Dr Okso Park. Au menu des échanges avec la chef du gouvernement, les activités de l'ONG dans notre pays, le Togo. Le compte rendu avec Yves Agbibivi. La délégation de l'ONG International Youth for Fellowship IYF, reçue par Mme le Premier ministre Victoire Tomega-Dobé, est venue rendre compte au chef du gouvernement des actions de l'ONG au Togo en faveur de changement de mentalité au niveau de la jeunesse et pour un meilleur développement. Nous voudrons bâtir notre centre d'IYF ici au Togo. Et sur le terrain, nous allons commencer les cours de musique, les cours de technique, les cours de l'éducation sur le changement de la mentalité aussi. Et surtout, en vue de former tous les jeunes Togolais, on va dérouler le projet sur le changement de la mentalité pendant 1 an dans cette école. On va évaluer les résultats de notre éducation. Si je trouve que c'est efficace et bien, on va maintenant épandre au niveau national. Et aussi, quand nous formons les jeunes ici dans les écoles, on va en même temps former les enseignants pour qu'ils puissent aussi diriger et dérouler l'éducation sur le changement de la mentalité eux-mêmes. Et nous voulons aussi inviter un groupe de délégations ici du Togo pour que nous puissions les former en Corée, sur le territoire coréen. Pour le chef de la délégation, Dr Okso Park, il est question de faire de la jeunesse togolaise un modèle en Afrique, pétri de valeurs favorables au vivre ensemble et au développement. Autre actualité, un trafiquant de drogue a été appréhendé à l'aéroport international Gnazingbe-Yadema après la fouille de 2 colis postaux lui appartenant. Il a été présenté à la presse ce jour. Sandra Diagbé pour le récit des faits. Un présumé dealer dans les mailles du service en charge de la répression du trafic illicite des drogues et du blanchiment. Aglemagnon Kossi Apelete, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a été interpellé lors de la fouille de 2 colis qu'il aurait postés contenant 1,75 kg de drogue à haut risque, de la cocaïne en 1,10 kg et de 0,65 kg de la méthamphétamine. Une saisie faite à l'aéroport international Gnazingbe et Yadema de Lomé. Poster des colis contenant de la drogue, un moyen utilisé par des trafiquants étrangers pour passer la drogue du Togo à d'autres destinations pour se soustraire des poursuites pénales au cas où les services de répression parvenaient à découvrir l'activité illégale. La police avertit. Toute personne qui expédie un colis illicite est responsable de son contenu et sera sanctionnée avec toute la rigueur de la loi. Le présumé Aglemagnon Kossi Apelete va être présenté au procureur de la République pour répondre de ses actes. Et les forces de l'ordre et de sécurité œuvrent donc pour appréhender les malfrats, mais aussi elles aident au maintien de la paix dans les zones en conflit. Et c'est le cas de ces contingents togolais qui se relaient au chevet du Mali en crise. Edwige Atakwabasabi et Liagba Niadao. 87 des 800 casques bleus togolais du 9e contingent se sont envolés ce mardi en direction du Mali.
Ils vont remplacer 87 autres du 8e contingent. Et c'est le début d'un long processus de rotation. Il va s'étaler sur 1 mois et demi. Le premier rôle, c'est de s'occuper des patients dans mon domaine. Donc, je vais soigner la bouche de mes patients une fois sur le territoire malien. Et j'espère aussi, une fois là-bas, être un vecteur de paix. Le départ de ces casques bleus placés sous les ordres du colonel Sinoa intervient alors que le 8e contingent retourne au pays. Pendant 2 mois, ils ont risqué leur vie pour défendre le peuple malien contre les terroristes. Nous agissons sous la bannière de l'ONU et nous avons une zone de responsabilité qui est la zone centre. Nous avons des missions spécifiques que nous aurons à accomplir dans notre zone de responsabilité. 7% du personnel militaire féminin font partie de cette mission de stabilisation au Mali. Il y a quelques mois, le Togo a bénéficié des fonds de l'initiative ELSI, des fonds qui vont contribuer à une plus grande insertion et autonomisation du personnel militaire féminin dans les missions de paix de l'ONU. Avant leur départ, ils ont suivi des formations de prédéploiement au même titre que les hommes au centre d'entraînement des opérations de maintien de la paix à Lomé. Formation qui a duré 5 mois. Et parlant justement du Mali, depuis dimanche, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a pris des sanctions contre les dirigeants de la transition et leurs familles. Sanctions réitérées également contre le nouveau pouvoir en Guinée. Et comme on devait s'y attendre, les réactions ne se sont pas faites attendre. Devant ce kiosque, le bal des passants est incessant. À Conakry, tout le monde veut en savoir plus sur les sanctions de la CEDEAO contre les autorités. Suspension de la Guinée de l'organisation régionale, libération de Condé, tenue des élections dans un délai de 6 mois. Ce citoyen est désemparé. Pour lui, la CEDEAO n'est pas légitime à prendre de telles décisions. Personnellement, je ne soutiens pas l'avis de la CEDEAO, puisque la CEDEAO n'arrive pas à soutenir la Guinée. Les élections ne peuvent pas se faire dans les 6 mois, puisque la junte a trouvé la pourriture en Guinée. Pour régler cette pourriture, ça ne peut pas faire dans les 6 mois. Un envoyé spécial a également été désigné pour rétablir le dialogue. Mais pour le nouveau Premier ministre des Affaires étrangères, la CEDEAO devrait rapidement se raviser. Il n'y a pas de réaction, puisque c'est maintenu. Nous sommes en train de travailler, nous avançons. Il y a un gouvernement qui est mis en place, un gouvernement qui est 100% civil. Du Premier ministre à tous les autres ministres, 100%. À près de 1000 km de là, à Bamako, même ambiance devant les unes des journaux. Gel des avoirs, interdiction de voyage, on ne parle que des sanctions contre les dirigeants maliens. Là aussi, les réactions sont mitigées. Et nous avons besoin de tous nos partenaires pour pouvoir trouver des solutions qui ne font que durer. Et pour cela, il faut que nos dirigeants puissent se déplacer, aller à l'extérieur. Coordinateur national du mouvement Nouvel Horizon, Cher Oumar Diallo salue, lui, la clémence des chefs d'État de la CEDEAO. C'est une décision qui a, Dieu merci, épargné aux populations maliennes une asphyxie totale qui aurait été absolument dévastatrice dans un contexte où aujourd'hui le peuple malien fait face à la cherté de la vie, fait face à une insécurité galopante, fait face également à une crise sociale extrêmement sévère. 24 heures après l'adoption de la résolution de la CEDEAO, le gouvernement malien n'a toujours pas réagi. Du côté guinéen, le gouvernement de transition a ouvert cette semaine le dépôt des candidatures pour le Conseil national de la transition. Un organe qui devrait faire office de parlement et qui sera notamment chargé de rédiger la nouvelle constitution guinéenne. Et en Éthiopie, la crise s'épaissit toujours et ce sont les populations qui sont durement frappées par le conflit au Tigré. Une année après le début des hostilités, le conflit au Tigré ne cesse d'avoir des effets négatifs sur le quotidien des populations. L'avancée des troupes rebelles inquiète désormais les habitants de la capitale Addis Abeba. La guerre a eu un impact sur l'économie, mais grâce à Dieu, les choses iront mieux.
C'est ce que nous espérons. Oui, nous perdons de l'argent, mais même si nous devons sacrifier nos vies, nous sommes prêts à le faire pour sauver notre pays. Nous sommes prêts dans cette mesure. Nous n'avons pas le choix. C'est quand vous avez un pays que vous pouvez vivre. L'école est le secteur le plus touché par la double crise sécuritaire et sanitaire. Après plusieurs reports, plus de 600 000 étudiants affrontent enfin les examens d'État. 91% des candidats, selon les autorités. Le report des examens a été une bonne et une mauvaise nouvelle tout à la fois. Les élèves qui n'ont pas assez étudié ont eu la chance de bien se préparer. Mais il y a des étudiants qui étaient suffisamment prêts et qui, lorsque les examens ont été reportés, ont abandonné leurs études. Nous avions peur d'un nouveau report. L'Agence nationale des examens et le ministère de l'Éducation ont assuré que les étudiants qui ne peuvent pas passer l'examen maintenant en raison des problèmes actuels auront une seconde chance dans un mois. Dans les régions du Tigré et d'Amara, les écoles sont devenues des abris pour les personnes déplacées par les combats. Et puis au moins 26 élèves de primaire et de maternelle sont morts calcinés dans un incendie tragique hier au Niger. Le sinistre est survenu dans une école faite de classes en paillotte. Le bilan fait également état de plusieurs blessés graves. Au Niger, plus de 20 enfants ont été tués, des dizaines blessés lors d'un incendie lundi matin, survenu dans une école à Maradi, la deuxième plus grande ville du pays. 3 salles de classe faites de paille ont été consumées par l'incendie. Selon les médias locaux, les enfants décédés étaient âgés de 3 à 8 ans. La direction régionale de l'éducation nationale a indiqué qu'une enquête a été lancée pour déceler la cause de l'incendie et l'endroit où il aurait commencé. Nous déplorons un important dégât, dont 20 morts, 19 blessés graves, dont 10 sont sérieusement dans un état très grave. Dans les écoles surpeuplées du pays, les huttes de paille très utilisées servent d'alternative pour faire de la place aux élèves. Les enseignants et les parents déplorent les dangers des salles de classe installées à l'extérieur. En avril, un incendie alimenté par des vents violents a balayé une école primaire à Niamey, 20 enfants. Et nous évoquons une autre cause d'incendie que nous provoquons tous les jours sans le savoir. Cela concerne plus les femmes, ou plutôt les utilisateurs de gaz butane pour la cuisine qui manipulent également leur téléphone portable. Eh bien, sachez que la combinaison peut être détonnante. Téléphone et gaz butane, mauvais compagnon. C'est un dossier de Sandra Agbouche avec la voix de Dodouari. Attention, certaines images peuvent choquer. C'est une habitude pour cette jeune fille. Faire frire ses œufs au gaz, le téléphone portable toujours à la main. Difficile pour elle de faire le break sur ses discussions WhatsApp, même pendant la cuisine. Sandra, encore tu as le portable dans la cuisine avec le gaz allumé. Pratique en effet très dangereuse. Cette dame à moitié brûlée en a malheureusement fait les frais. Elle aurait son téléphone portable tout prêt au même moment où elle faisait la cuisine. Une explosion soudaine et une vie abîmée pour toujours. Le téléphone dans nos cuisines, la pratique est plutôt courante. Pourquoi doit-on éloigner son téléphone de la bonbonne de gaz allumée ou éviter de prendre un appel tout près? Quand nous utilisons le téléphone à côté du gaz, vous savez, le fait de décrocher des appels ou d'émettre des appels, ça émet quand même des ondes. Et ces ondes-là, si on a une accumulation de gaz dans une salle ou dans la cuisine, ça peut exploser. Il arrive que les gens ouvrent le robinet de gaz. Le temps d'ouvrir le robinet de gaz, le téléphone a sonné. On a ouvert le robinet. La cuisinière aussi, son robinet est ouvert et le téléphone a sonné. Et puis on oublie que le gaz est ouvert. Le gaz va s'accumuler et si on retourne dans la cuisine et puis on décroche ou on raccroche le téléphone, ça peut exploser. Il va sans dire
Le téléphone portable et le gaz butane ne font pas bon ménage, tout comme prendre un appel dans une station-service. Beaucoup d'usagers passent souvent outre l'interdiction et pourtant, c'est très déconseillé. Et pour les stations-service, c'est encore plus dangereux parce que la quantité de gaz qui fuit les fûts à la station-service sont plus importantes. Et même quand on est en train de servir, il y a une fuite de gaz. Ce gaz-là peut s'accumuler. Quand ça atteint un seuil et que vous décrochez votre téléphone, ça va exploser. Attention donc à ces négligences qui pourraient bien nous coûter cher. Les consignes sont à respecter. Prudence donc. Une clinique de vaccination contre la Covid-19 est désormais installée sur l'esplanade de l'ambassade des États-Unis au Togo. Et durant 6 semaines, Togolais comme étrangers peuvent se faire vacciner à la première et à la seconde dose de Pfizer dans cette clinique de vaccination installée sur l'esplanade de l'ambassade des États-Unis. Et l'inauguration, c'était ce mardi. Le compte rendu avec Ulrich Amega. Des tentes aménagées en guise de site de vaccination sur cet espace de l'ambassade des États-Unis au Togo. Sur l'esplanade, des équipes mises en place pour accueillir les retardataires à la vaccination contre le Covid-19. De l'enrôlement sur la liste à l'administration de doses de Pfizer en passant par l'inscription en ligne, tout est fait ici et dans les normes de sécurité sanitaire requises. Nous avons une chef de froid au sein de laquelle la température est comprise entre plus 2 et plus 8 degrés. Le personnel, c'est du personnel qualifié. À chaque fois que le personnel veut utiliser le vaccin, il se désinfecte les mains. Après la vaccination aussi, le personnel se désinfecte encore la main. Et la personne vaccinée est observée pendant 15 minutes. Si déjà ici, nous avons un dispositif qui est là, même s'il y a des effets secondaires graves qui surviennent, nous sommes équipés pour la prise en charge. Toute la logistique est bien pensée, bien huilée, bien organisée, pour offrir des vaccins sécurisés à tous ceux qui vont venir ici sur le site. À ce jour, les États-Unis ont offert plus de 600 000 doses de vaccins Pfizer au Togo à travers l'initiative COVAX. Ces vaccins Pfizer sont offerts gratuitement et visent à soutenir les efforts en cours pour protéger les Togolais contre le coronavirus. Les États-Unis sont fiers de s'associer au gouvernement togolais et les autres partenaires dans leurs efforts communs autour du monde et ici au Togo, visant à vacciner le plus grand nombre de personnes possible. Les vaccins font partie des interventions sanitaires les plus rentables dont nous disposons pour prévenir les maladies et les décès dans le monde. Ces vaccins se sont montrés très efficaces contre tous les variants et pourront l'être contre les variants à venir. 6 semaines durant, Togolais comme étrangers âgés de 18 ans et plus peuvent avoir accès à cet endroit et sans protocole. Pour une première dose du 9 au 26 novembre et une seconde du 26 novembre au 19 décembre 2021. Et à ce jour du mardi 9 novembre 2021, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 26 125. 3 nouveaux cas enregistrés depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 25 798. 7 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs s'élève à 84 et le nombre de décès est de 243. Un communiqué signé par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. Et dans un communiqué, le ministre en charge de la sécurité porte à la connaissance du public que le prochain concours direct de recrutement de fonctionnaires de police ouvert aux citoyens de Togolais de 2 sexes est élargi aux jeunes titulaires d'un diplôme ou certificat de spécialité de tout genre délivré par un établissement d'enseignement technique homologué par le ministère chargé de l'enseignement technique et de l'artisanat, âgés de 18 à 28 ans au 31 décembre 2021. La date limite de dépôt des dossiers de candidature reste toujours fixée au mardi 26 novembre 2021 à 17h. Un communiqué signé par le ministre en charge de la Santé, le général de brigade Damham Yark. Et puis, je vous le disais en titre, 130 ans après leur départ involontaire, 26 œuvres du royaume d'Abomey retrouvent leur terre, le Bénin. La restitution des droits de propriété a été signée ce mardi en présence des présidents Talon et Macron à Paris. Un véritable moment historique.
et grand sourire à l'Élysée. La France et le Bénin viennent de signer un document historique, un acte de transfert de propriété. Paris rend donc officiellement à Cotonou 26 trésors royaux d'Abomey, des œuvres pillées il y a 130 ans par les troupes coloniales françaises. C'est une nouvelle page qui s'ouvre pour ces œuvres, mais aussi pour le partenariat entre le Bénin et la France. Un partenariat entre égaux. Si le Bénin parle d'un moment historique de fierté nationale, il espère également que cette restitution n'est qu'un premier pas, car à ce jour, les musées français comptent toujours des dizaines d'œuvres béninoises dans leur collection. Est-ce que désormais l'espoir n'est pas permis? Si. Si, Monsieur le Président. Des statues mi-homme, mi-animal, un trône ou encore les portes du palais d'Abomey. La semaine dernière, l'une de nos équipes a pu assister au démontage des œuvres au musée du Quai Branly-Jacques Chirac. Pour la majorité des pièces, l'opération a nécessité précaution et précision. 26 biens culturels, tous attendus ce mercredi sur le sol béninois. Rendez-vous donc demain à Cotonou. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, notamment du côté d'Abomey Calavi au Bénin. Bonsoir.